Non, moi, j'ai plutôt envie de voir ça. Vote de confiance. Salut, c'est ici pour destituer Bayrou et se foutre de Hollande. Ah bah, je garde ce compte en vrai. Ah, bon, nickel. Prise de conscience ou désarroi démocratique. Alors, ça peut ne pas vendre du rêve. Si le résultat du vote de confiance dit qu'ils veulent plus de Bayrou, il y aura quand même les blocages le 10 septembre. Normalement, oui, Marie. Enfin, même oui, pour l'instant, c'est quasiment sûr, parce que c'est même pas le mot d'ordre de faire dégager Bayrou. Le mot d'ordre, c'est de dire, bah, attends, on veut un changement, en fait. Il faut remettre la démocratie au centre, faut que Macron dégage. Surtout que même si Bayrou dégage, bah, l'impossibilité que l'Assemblée nationale propose est de fait, parce que bah, actuellement elle est ingouvernable avec les trois blocs qui s'affrontent. Bah, enfin, un budget ne passe pas, personne n'est d'accord. Donc je pense que ça va ou amener à une dissolution ou un désistement de Macron, destitution de Macron. À voir. Mais par contre, ouais, le 10, ça va bloquer quand même. Hein. On n'a pas besoin d'eux pour nous dire ce qu'on fait. Et d'un coup, on va en parler. On va aussi parler du 10 avec ça. Je sais que ce débat parle aussi du 10. La moitié sert à laisser Bayrou dire 2 phrases. Bah non. La vidéo d'Arte, les gens. Je vous présente viteuf, mais ils vont les présenter mieux que moi. C'est parler un peu du 10. Parler avec un gilet jaune qui appelle pour le 10. Parler avec un hyper macroniste, pour moi, c'est le centriste éclairé qui veut tout nous apprendre. C'est le Ataou du chat. Et elle, qui est un peu entre les deux, quoi. Et j'ai vraiment envie de regarder ça. Comme ça, on va pouvoir en discuter. Chargé! Lui ou le chaos? C'est grave. Je peux pas le dire mieux. Pour faire accepter son plan d'économie de 44 milliards d'euros, François Bayrou joue à qui tout double. Il sollicitera un vote de confiance à l'Assemblée nationale le 8 septembre. J'engagerai ce jour-là la responsabilité du gouvernement dans un débat ordonné suivi d'un vote et non pas dans le désordre des affrontements de rue et des injures. Le pari s'annonce risqué. Le RN et toute la gauche, de LFI au PS, ont déjà déclaré qu'ils voteraient contre. Oh, les couleurs, bah. Aujourd'hui, on a un Premier ministre qui est buté, borné, arrogant, et donc je ne vois pas comment nous pourrions voter la confiance. François Bayrou tente une ultime manœuvre, il rencontrera un ultime échec. Une chute annoncée, honorable, estime le leader de la France insoumise. Salue l'acte démocratique de François Bayrou pour mieux tacler Emmanuel Macron, accusé de confisquer le pouvoir. Sa réponse me paraît digne. Je veux dire, enfin, on revient à des mœurs républicaines. Il va nous permettre d'exprimer que non, nous n'avons pas confiance, mais dans une forme pacifique et démocratique. Ce vote du 8 septembre intervient dans un contexte de défiance entre les Français et leurs élus. Des contestataires anonymes de tous bords appellent même sur les réseaux à mettre la France à l'arrêt le 10 septembre. Oh là là. Ensemble. Bloquons tout. Alors va-t-on assister à un retour des Gilets jaunes? Pourquoi la démocratie française est-elle en crise? Référendum, convention citoyenne ou destitution d'Emmanuel Macron? Comment redonner confiance aux Français? Nos trois invités pour ce débat, François Boulot, bonsoir, ancien avocat, ancien porte-parole des Gilets jaunes. Ok. Selon vous, la situation... Ancien porte-parole des Gilets jaunes. Bon, les porte-paroles des Gilets jaunes, c'était un peu flou, ça... Flou, ils allaient voir Macron, ils voulaient pas y aller, nanani, c'était un peu au hasard. C'est quoi le site pour trouver des groupes dans sa région le 10 septembre? C'est Bloquons tout, je crois. La situation politique actuelle de la France reflète un Donc ça, c'est One of Us. Hein. grand désarroi démocratique. Aujourd'hui, la démission d'Emmanuel Macron s'impose. À côté de vous, Pierre-Henri Tavoyot. Lui, il me dit quelque chose, c'était pas un droitard. Non, il me semble que c'est un de ceux qui a refusé de parler avec Macron. Aujourd'hui, One of Us or One of Them? Il me semble que c'est One of Us. La démission d'Emmanuel Macron s'impose. À côté de vous, Pierre-Henri Tavoyot, bonsoir. Bonsoir. Philosophe, maître de conférences. Je l'ai vu à PDH il y a pas longtemps. Ah bah voilà. À l'université de la Sorbonne. Dernier essai paru cette année. Voulons-nous encore vivre ensemble aux éditions Juste un petit message pour dire de penser à t'abonner, de penser à nous rejoindre sur Twitch si jamais. Et surtout, si t'as les moyens et si tu peux soutenir mon travail, directement faire un don sur PayPal. Merci YouTube. Alors lui, écoutez bien la DA, lui. Écoutez bien la DA. S'impose. À côté de vous, Pierre-Henri Tavoyot, bonsoir. Bonsoir. Philosophe, maître de conférences à l'université de la Sorbonne. Dernier essai paru cette année. Voulons-nous encore vivre ensemble aux Voulons-nous encore vivre ensemble? Putain, les extrêmes. éditions Odile Jacob. Il faut faire des compromis. Selon vous, le cœur de la crise démocratique n'est pas la crise de la représentation, mais celle de l'incapacité à agir. Le mouvement Bloquons tout est foncièrement irresponsable. Oh, irresponsable. Chargé! Et à côté de vous,
pardon. Aurore Malval, grand reporter au service politique de Marianne. Selon vous, Bloquons tout intervient dans un moment de malaise des classes populaires et de paupérisation à la fois financière et psychologique. Des Philosophe et rédacteur du Figaro. classes moyennes, il faut se mettre à écouter les Français. Et le mot du jour, c'est clarification, Benjamin. Il faut se mettre à écouter les Français. Marianne, oui, mais il y a certains journalistes, ça va, Marianne. Ne confondez pas journal et journaliste. Un mot et une nécessité, selon François Bayrou, qui en fait un étendard hier, pendant sa conférence de presse. C'est un moment d'hésitation et de trouble qui impose une clarification. Et il y a un lieu pour cette clarification, c'est le Parlement, a dit le Premier ministre, pour justifier le vote de confiance donc il demande à l'Assemblée nationale le 8 septembre prochain. Pierre-Henri Toivoyot, c'est une décision que vous saluez, celle de François Bayrou, de rendre la parole à l'Assemblée, donc aux Français. L'Assemblée a la parole, mais je pense qu'il y a un point particulier, c'est ça que j'ai apprécié dans l'intervention de François Bayrou, c'est qu'on a du mal en France à se mettre d'accord, pas simplement sur les mesures, mais sur le diagnostic de la situation. Bon, le diagnostic, il est aujourd'hui vraiment tragique, vraiment d'une tragédie absolue. C'est-à-dire que la France, avec son endettement, est en train de perdre sa souveraineté, mais pas dans 10 ans, dans quelques mois. Donc le sens du 49-1, donc ce vote de confiance, c'est tel qu'il l'a présenté, c'est pas de dire approuver mes mesures, c'est pas de dire approuver ma politique, c'est de dire, et je trouve que c'est très intelligent, approuver le diagnostic de la gravité de la situation. Voilà, on verra après comment... Mais ça rejoint... Attendez, je sais pas si vous l'avez vu, je l'ai mis de côté. Ça rejoint un peu... Vous allez voir, l'extrait est énervant. Yael Braun-Pivet, qui va vous expliquer le problème. Question essentielle. Dans quelle direction voulez-vous aller sur ce budget? Et est-ce que nous sommes d'accord collectivement pour estimer que la charge de la dette et que la dette de notre pays sont trop importantes et qu'il faut commencer sérieusement à la résorber? Ça, tout le monde est d'accord, ma sœur. En fait, on est d'accord sur le constat de dire que la dette, c'est un problème, qu'il y a une grosse dette, que ça serait bien de la résorber. On n'est juste pas d'accord sur comment on la résorbe, j'ai l'impression. Je rappelle que c'est vous qui l'avez augmentée depuis des années et des années. Comment sérieusement la résorber en taxant les riches? Voilà. On veut tous la résorber, mais bon. Le ton méprisant. La question, c'est ça. C'est pas de dire est-ce que vous êtes d'accord avec la politique que nous avons menée depuis 8 ans? Non, on n'est pas d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec les orientations budgétaires? Non, on n'est pas d'accord. Telles dépenses pour l'éducation nationale, pour nos armées, etc. Donc pour vous, il a raison. Ça viendra après. Il a raison, même s'il risque de chuter dans 15 jours. Mais bien sûr, parce que c'est une question essentielle pour notre pays. Est-ce que notre classe politique veut aujourd'hui résorber la dette? Oui, mais comment? On est d'accord sur le fait qu'on veut résorber la dette, mais on n'est pas d'accord sur comment on le fait. Et donc si la question c'est comment vous le faites? Pourquoi elle nous dit que c'est pas la question? En fait, ça m'énerve. C'est le moyen, justement, le problème. Est-ce que nous sommes d'accord pour avoir ce cap-là? Oui. Et moi, je suis, vous savez, partisane de cette coalition, de dire on met tout le monde autour de la table pour avancer ensemble. Mais pour mettre tout le monde autour de la table, il faut être d'accord sur la direction. On est d'accord. La direction, là, dans ce budget, c'est dire il faut réduire la dépense de 44 milliards. On est d'accord. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Oui. C'est ça. L'unique question qui sera posée le 8 septembre aux députés de la Nation. Bah non. En fait, vous nous présentez comment est-ce qu'on va résorber le truc. Donc la question, c'est est-ce qu'on est d'accord avec votre manière de résorber le truc. C'est pas la question, c'est est-ce qu'on est d'accord pour résorber le truc. Non, là, on n'est pas d'accord. Par contre, on veut résorber... Elle m'énerve. Et donc aux Français, puisque les députés de la Nation, ce sont les représentants des Français, c'est est-ce que vous êtes d'accord aujourd'hui pour rentrer dans une trajectoire de réduction de la dette oui, mais pas avec qui nous vous. Permettra en 2029 d'être à moins 3% Yael de Braun-Pivet, déficit. vous êtes la... Désolée, mais elle m'énerve tellement. Mais tellement. Je vous jure, je ne peux pas. J'accepte de rembourser la dette pour qu'on puisse investir dans une vraie politique écologique d'avenir et pas pour financer l'armée. C'est ça. Ils te présentent un budget de comment ils imaginent pouvoir résorber la dette et ils disent est-ce que vous êtes d'accord pour résorber la dette? Oui, mais pas de votre manière en fait. On va pas mourir pour résorber la dette. En fait, j'ai du mal à comprendre le pourquoi 3%. Bon, après ça, j'avoue, même moi, je sais pas pourquoi exactement 3%, mais... Yael Braun-Pivet, rendez-moi ou misogyne. Non, je suis anti-bourge. Je peux plus me la voir. Ah ouais, je vous jure. Bref, pardon, on revient là-dessus. Les gens l'interprètent, les partis peuvent l'interpréter de manière différente. On dit on ne va pas donner comme ça carte blanche à quelqu'un. Mais je trouve que de dire, attendez, vous pouvez être en désaccord avec les mesures, mais accordons-nous au moins sur le caractère dramatique du diagnostic, je trouve que c'est très intelligent. Mais c'est pas ça la diagnostic, question. en effet. C'est pas ça la question. C'est ça que... En fait, pourquoi ils essaient de faire genre la question de la vote de confiance? Ok, c'est l'élément médiatique.
L'Europe, les 3%, d'accord. C'est ce qui est fixé par la BCE. Ok. Du coup, on n'a jamais dit qu'on n'était pas d'accord avec le fait qu'on est dans la merde. Oui, ça, on est d'accord. Vouloir résorber la dette, on est d'accord. Mais l'élément de langage des macronistes, c'est de dire que le vote de confiance, ça veut juste dire vouloir résorber la dette. Alors que non, c'est vouloir résorber la dette d'une certaine manière. Et c'est cette certaine manière sur laquelle on n'est pas d'accord. C'est pas le but, c'est la manière dont on arrive au but. Que demande le Premier Le ministre? but, c'est de maintenir un état de terreur pour convaincre les gens d'accepter n'importe quelle situation. Mais en plus, ça marche un peu, les gens. Il y a des normies qui sont en mode « Oh, la dette, la dette, la dette ». Il dit chaos, responsabilité, c'est de valider son diagnostic. Ouais, sur le diagnostic, en fait, je crois que tout le monde est d'accord. Hein, et je ne voudrais même pas me faire le porte-parole des partis d'opposition. Tout le monde voit bien que la situation elle est extrêmement préoccupante, qu'il y a un déficit, effectivement, qui est abyssal. En fait, la première observation qu'on a envie de faire, c'est qui est responsable. C'est quand même Emmanuel Macron qui dirige le pays depuis 8 ans. Il a même déjà participé au gouvernement de François Hollande en tant que ministre de l'économie. Donc, je veux dire, si on en est là, il y a des responsables. Et en fait, le problème de François Bayrou, c'est qu'il veut continuer à appliquer la même logique, la même politique économique et la politique de l'offre, où on inonde massivement les entreprises d'aide publique, on pratique de l'austérité, et puis on attend que magiquement tout cela ruisselle et produise de la croissance. Il y a un échec, il est établi. Et ce qui est fou, c'est que les gens qui gouvernent voudraient nous dire soyez d'accord avec nous sur le diagnostic, mais aussi sur nos solutions. Ah non, en fait, il faut changer de politique parce que sinon, ça va produire les mêmes effets. Putain, désolé, mais la gauche est bien plus intelligente. Moi, j'ai pas de dette, j'avais emprunté d'argent de ma vie, donc ils se démerdent sans que ça me retombe sur la gueule. Ça marche pas comme ça, mais oui. C'est la dette, oui, bon. Le vote de confiance du 8 septembre, est-ce qu'il peut être vraiment perçu comme un vote démocratique au moment où seulement 28% des Français, on va le voir, estiment que la démocratie fonctionne bien? Donc en fait, le fait qu'ils soient là, ça permet d'avoir au moins une personne qui leur oppose nos arguments. Moi, c'est pour ça que je suis assez intéressée de le voir. Vote démocratique au moment où seulement 28% des Français, on va le voir, estiment que la démocratie fonctionne bien. C'était une étude du Cevipof de janvier dernier. Eh bien non, je ne pense pas, parce qu'en fait, alors déjà, François Bayrou, ce vote, même s'il... Qui sont-ils? Chargé! Mais qui sont ces 28% de Français qui estiment que la démocratie fonctionne bien? On a les noms de ces 28%? Qui sont-ils? Pouvait être louable de présenter... Est-ce que c'est des enfants qui ont été interrogés? Ils sont fictifs, oui, effectivement, devant l'Assemblée, un débat sur les grandes masses, les orientations. Est-ce qu'on est d'accord sur le constat? Il arrive bien tard, il arrive après déjà un plan, quand même des pistes très concrètes d'économie qui ont été avancées et qui ont hérisser les Français. Et en plus, il revêt, je trouve, une dimension très personnelle par rapport à François Bayrou qui est impossible de l'éviter. C'est ceux qui vont te dire « Va en Corée du Nord, tu verras la démocratie ». Putain, c'est à tabou. On n'a pas l'impression que François Bayrou propose un débat pour le peuple et pour la France. On a aussi l'impression qu'il propose un débat pour lui, pour se sauver, pour partir, je dirais, être maître de son destin, ne pas se voir imposer une censure vers laquelle il courait. Et généralement, quand on soigne à ce point sa sortie, c'est qu'on prévoit derrière une rentrée. C'est-à-dire qu'il part en martyr pour préparer la présidentielle? Évidemment, mais oui, vous avez quand même une dimension sacrificielle. Mais totalement, et ça rentre à la fois. Bayrou pour des présidentielles? Elle a raison. Vous imaginez Bayrou se présenter? Moi, je pense que Bayrou, il a capté que personne ne voudrait jamais de lui, là. Il y croit? Mais frère, tout le monde te déteste? Attendez. Bayrou capte pas grand-chose. Waouh, mais... Il y a les municipales de Pau, aussi. C'est vrai que peut-être parce qu'il est élu à Pau, il pense qu'il sera élu partout. Aurore Berger versus Bayrou, waouh. Oh, les primaires du centre. Logiciel, je dirais un petit peu démocrate chrétien aussi de François Bayrou. Bayrou invité sur France 2 ce soir. Cette croisade contre la dette qu'il mène depuis le début de sa vie politique. Et là, il dit, voilà, je serai l'homme de la vérité. Vous n'en voulez pas, je m'en vais. Il n'est pas d'accord, votre voisin. Non, je trouve que c'est vraiment pardon, c'est du commentaire de journaliste. Non, je trouve qu'on l'a vraiment. Vous êtes les deux symptômes de cette affaire. La gravité de la situation est... Moi, je suis un symptôme, moi. Juste dire... Attendez, quoi? Mais le non-respect. C'est du commentaire de journaliste. Non, je trouve qu'on l'a vraiment. Vous êtes les deux symptômes de cette affaire. La gravité de la situation est niée. C'est juste dire s'il y a des intentions politiques d'un côté, de l'autre côté, vous dites qu'il y a un consensus sur la dette, mais pas du tout. Il n'y a pas de consensus sur la dette, puisque chaque... Je mets ma bouteille sur ma tête tellement je suis énervée. Il vient de te dire pendant 50 minutes que oui, c'était catastrophique et que la dette, il fallait la rembourser. En quoi il n'est pas d'accord? Le melon du gars, on dirait un droitard du chat. Oui, il vient de lui dire, regardez le réel. Tu t'appelles Pierre-Henri, oui. Alors, oui, il y a une dette, mais c'est pas nous, mais c'est les autres, c'est les politiques, etc. Nous avons tous été nourris par cet endettement. Cet endettement fait fonctionner la France depuis plus de 30 ans. C'est ça, la réalité. Et ce n'est pas quelques responsables qui sont là, ce sont des majorités politiques qui se sont suivies, ce sont nous, autres citoyens français, qui sommes responsables. Juste au-delà de la dette,
Comment ça, bah non? Prends pas de risques inconsidérés. Le consensus est sur le déficit, pas sur la dette. Il n'y a pas de consensus sur la dette quand certains à gauche veulent annuler la dette. Attendez, quoi? Mais le déficit, dans tous les cas, on veut résorber et faire en sorte de faire des économies, quoi. Les riches ont doublé leur patrimoine en 10 ans et nous, on a doublé en 10 ans. J'ai fait ce que j'ai pu. Hein. Il n'y a pas de consensus. Mais comment ça, les gens? C'est normal, le principe d'une dette est un fonctionnement normal dans une économie capitaliste et néolibérale. Oui, non, mais limiter le déficit. Ouais, c'est ça. Rembourser la dette. Ah oui, non, rembourser. De toute façon, à qui on va la donner? Non, non, mais ah, on n'est pas d'accord avec eux. Mais on va la rembourser à qui? Il y en a qui disent nique la dette. Bah, ils ont raison. Non? Enfin, relire Weber. Weber crée du lien entre la classe politique et les Français. Ça a l'air anecdotique, mais peut-être pas. Moi, non, pas, moi. François Bayrou a essayé de communiquer en direct à travers une chaîne YouTube cet été. Apparemment, ça a été un échec. Mais qu'est-ce que ça dit? C'est de la communication. La seule manière en démocratie de retrouver du lien, c'est de passer par l'élection. Donc là, il y a une tentative de dire, avant l'élection, essayons de se mettre d'accord sur le diagnostic. C'est quand même fou en France. Je crois qu'en Islande, ils ont dit nique la dette. Et ils ont réussi? Sur les questions qui sont en fait assez simples, les retraites, l'endettement, personne n'arrive à se mettre d'accord. Ce sont des chiffres, ce sont des nombres. Nous avons 2500 milliards d'euros de dettes. 3400. 3400, j'en oublie quelques-uns. Oui, nous, le diagnostic, on le connaît. Ah, il les a baisés. Ah, il l'a baisé, regarde. Il a dit le mauvais chiffre. Il a dit, je connais mieux la situation du pays que toi, bref. Oui, mais le débat n'est pas sur les solutions par rapport à l'endettement. Et cette situation est une situation qui est absolument sidérante. Vous parlez de repasser devant les Français, François Bayrou, mais les Français, c'est-à-dire directement l'élection présidentielle pour vous ou pas? Si vous voulez, ce qui brise en partie le lien de confiance, c'est que les gens se disent, mais bon sang, où va notre argent? On est l'un des pays effectivement les plus taxés au monde, sauf que les gens constatent qu'en contrepartie, les services publics sont en train de s'effondrer. Les hôpitaux, la santé, enfin les hôpitaux, l'école, la justice, etc. Il faut plus de moyens. Et donc, ils se disent... plus de moyens, donc, plus de dettes. Je ne vous ai pas interrompu. Mais si, je vous interromps parce que c'est la contradiction. Non, c'est pas la contradiction. Si vous voulez, pourquoi il y a de l'endettement? Parce qu'en fait, il y a une politique particulière économique qui a consisté à faire des cadeaux fiscaux aux plus riches. Et du coup, ça a créé un manque de recettes. Et donc, pour recréer le lien de confiance, l'un des premiers objectifs ou premières mesures qu'il faut faire, c'est rétablir de la justice, de l'équité. En fait, on pourrait demander aux Français, à la classe moyenne au sens large, de faire des efforts. Mais si vous ne demandez pas aux plus riches, à ceux qui sont tout là-haut d'en faire, vous ne pouvez pas entraîner les moyens démocratiques. Oui, ça, il a raison. On demande aux classes moyennes de faire des efforts, on demande même à des prolos de faire des efforts parce que techniquement, vous payez beaucoup d'impositions, même si vous n'êtes pas imposable. Notamment par le fait de payer la TVA quand vous allez en course, sur la consommation et tout. Salut Scorch. Les dépenses n'ont pas augmenté, juste les recettes qui ont baissé. Non, mais je déteste l'argument. La TVA, le con, on est très d'accord. Mais je déteste l'argument de on est un des pays les plus taxés du monde. Genre, déjà, on l'a choisi. Et honnêtement, ça me dérange pas. C'est pas parce que les autres, c'est des merdes qu'on va être des merdes comme les autres. Mais c'est surtout, c'est juste faux. Non, mais déjà, c'est pas exact dans tous les cas. Mais même, est-ce qu'on compare vraiment la même chose quand on parle de notre imposition et de l'imposition des autres? Je veux dire, d'accord, on est un des pays les plus imposés, si jamais, imaginons. Mais est-ce que dans ce que vous estimez par imposer, vous prenez en compte tout ce qui est sécurité sociale? Parce qu'en fait, genre, si tu veux comparer la France, dans laquelle, dans nos impôts, on parle de sécu, on parle de biens publics, on parle de choses, donc ça veut dire que si tu prends par exemple les États-Unis, tu vas compter ce qu'ils les taxent, mais aussi combien ils mettent par moyenne dans leur mutuelle, qu'ils mettent en moyenne dans leur épargne retraite, dans leur épargne chômage, dans toutes leurs assurances, toutes leurs mutuelles, etc. Genre, si tu veux vraiment calculer, nous, combien on est taxé versus les États-Unis, il faut que tu prennes en compte qu'ils payent une assurance si jamais ils veulent avoir un accès à la santé. Ou que si on l'enlève en France, il faudra qu'on paye une assurance. Mutuelle privée aux US, c'est au moins 4 millions, quoi 400 000 par mois? C'est ça, si tu prends en compte les services, ça leur coûte plus cher par habitant. Bah oui, c'est ça. En Belgique, la mutuelle est d'office payante. D'accord, nous, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est... Je suis prête à mettre plus en imposition pour pas avoir des complémentaires de santé de merde. Bon, j'en ai pas, mais que si tu veux vraiment un vrai accès à la santé, que tu aies des complémentaires de santé, des mutuelles, des complémentaires de mutuelles, que tu aies une complémentaire retraite, où tu dois souscrire un abonnement toute ta vie. LFI utilise en ce moment le mot d'ordre prélèvement obligatoire public versus prélèvement obligatoire privé. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je déteste l'argument des taxes. Parce que si tu considères la taxe comme juste les impôts que tu dois à l'État, ou que tu donnes à l'État, mais que tu considères pas tout ce qu'elle prend en charge, bah oui, effectivement, on paye plus que les pays qui n'ont pas de sécurité sociale, oui.
Sauf que combien on rajouterait si on avait la sécurité sociale? Si on n'avait pas de sécurité sociale? Aux USA, si tu travailles, ton employeur paye une bonne partie de ta mutuelle. Bah, c'est les charges. Ça fait partie de ton salaire. Hein. Si tu travailles pas, t'es dans la merde, oui aussi. Un remboursement médical. Oui, et puis même, imagine, t'as pas de mutuelle. Si tu dois te faire réparer les dents. Faut compter l'opération des dents tous les mois. Et les libertariens mentaux, comme des débiles, diront ouais, mais ils ont pas choisi, mais ils ont choisi leur mutuelle. Donc ils ont décidé de payer plus cher pour un service de merde. À relire Luigi, hein. Au bout d'un moment. Il y a bientôt le livre de Framont qui sort. Oh là là. Tu réfléchis avec 2 neurones, j'ai juré. Bah, donne des arguments, Sameloff. Moi, je veux bien. Hein. Écoute, on peut discuter. Moi, je veux discuter avec les Français, moi. Mais il faut que tu m'expliques, du coup, comment tu parles juste d'imposition que tu dois à l'État. Pas de service rendu, pas ça. Fait que ton analyse, elle va pas très loin. Hein. Bon. C'est quoi les moyens démocratiques justement pour créer au-delà des considérations économiques et factuelles? En fait, les moyens démocratiques, c'est effectivement d'écouter les Français lorsqu'ils se rendent aux urnes. On a vu quand même l'an dernier, l'été dernier, on était là autour de ces tables pour commenter justement la dissolution et les élections législatives qui avaient suivi. Et les Français qui ont voté, qui se sont déplacés quand même très nombreux, le taux de participation était important pour ces élections. 70%. Je pense que les 2/3 d'entre eux, que ce soit ceux qui ont voté pour la gauche ou pour le Rassemblement national, n'ont pas eu l'impression d'avoir été entendus, puisque effectivement on remet en place les mêmes mécanismes. La politique n'est quasiment pas amendée et on dit un petit peu aux Français ah bah dis donc, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, vous êtes vraiment des Gaulois réfractaires et vous n'avez rien compris. Donc les Gaulois réfractaires, c'est un peu nous. Moi je réadopte l'ADA Gaulois réfractaire. Moi je suis après je m'en fous d'être une Gauloise, mais je veux dire je suis réfractaire à Macron. Il faut quand même, lorsque les Français s'expriment, il faut les entendre. Et on voit d'ailleurs à travers, je repensais à la question de cette pétition contre la loi du plomb. 2 millions, 100 000 de signatures. C'est beaucoup plus que le corps électoral des gens sensibles aux questions écologiques, de LV évidemment, mais même au-delà de la gauche. Ça veut dire qu'il y a une appétence pour la démocratie directe, pour pouvoir. Les gens ont envie de reprendre un petit peu je dirais le fil de leur vie et le contrôle, tout à fait. Aurore Mallah, vous avez... Après, un jour, il faudra qu'on parle de la démocratie. Hein. Démocratie directe. Parce qu'on est sur un système où notre démocratie, c'est plus une démocratie... Enfin, ouais... C'est pas vraiment une démocratie. C'est une démocratie illibérale. Parce qu'on vote tous les 5 ans pour des représentatives. Oui, je sais, mais est-ce qu'on peut vraiment parler de démocratie ? C'est qui parlait de démocratie pas démocratie totale. Oui, attendez, je crois que c'était un terme de Todd en plus, donc je vais éviter de l'utiliser. Mais la démocratie libérale, quoi. C'est une oligarchie. Non, mais il y a une sorte de démocratie. Pas non plus dire qu'on ne vote pas, que le peuple n'a pas de voix du tout. Sauf que c'est très peu de voix qui se basent sur un nombre réduit de personnes. Oui, on n'est pas sur une démocratie directe. Il y a un gazelle de démocratie. Ouais, attendez. Non, je vous dis, démocratie unilatérale, unilibérale, démocratie illibérale. Il a précisé, introduit dans le débat politique par Faïd Zakaria, démocratie sans libéralisme constitutionnel qui produit des régimes centralisés, érosion de la liberté, des compétitions ethniques, des conflits, la guerre. Une olicratie. Ouais, l'indépendance de la justice est malmenée, les citoyens ne bénéficient pas d'un traitement égalitaire face à la loi, ni des protections suffisantes face à un État ou des acteurs privés. La notion de démocratie libérale est déjugée par certains analystes qui mettent en cause son manque de consistance ou de pertinence. Après, tu peux pas contenter tout le monde si tout le monde vote différemment des élections. Non, une big flocratie, il dit bien. Dans tous les cas, il y a un vrai problème dans notre forme de démocratie. Tu votes pour des représentants qui, eux, parlent dans le vent pour toi. Et puis même, les représentants, il y a un nombre très limité de représentants aussi. Sur le fait que les bourgeoisies biaisent la démocratie, donc oligarchie. Oui, bah, démocratie libérale, moi je trouve que ça rentre bien et en plus c'est vraiment les mêmes problèmes avec lesquels on se retrouve. Et il y a aussi beaucoup de limites, quoi. Le vrai problème, ça vient aussi des limites qu'on a. On appelle les statistiques. Ils passent des lois avec 80% de gens défavorables, c'est pas une démocratie. Oui, et puis même, la 5ème République est construite au niveau de ça. Oui, même une démocratie libérale, t'es baisé, mais même c'est genre... La démocratie est vachement réduite par le fait que on vote une fois tous les 5 ans. Pour un nombre de gens qu'on n'a vraiment pas choisi. Enfin, genre... Tu ne peux pas créer ton parti du jour au lendemain et aller à l'élection.
Tu peux pas toi-même, ne serait-ce qu'on puisse pas faire citoyennement tous, si on arrive à avoir un grand nombre de gens en accord, un référendum d'initiative citoyenne. Moi, je vais parler un peu du RIC, mais en soi, le RIC, c'est l'outil de la démocratie. Si tu veux être dans une démocratie libérale avec un représentant, tu es obligé de au moins mettre un RIC pour que ça soit vraiment ça, quoi. Oui, le parti du bus, exactement. Là, t'es étranger, tu bosses et tu votes pas. Oui, c'est ça. La démocratie, c'est quand tout le monde décide de la gestion du pays. Quand tu donnes ton pouvoir décisionnaire, ce n'est plus une démocratie. Oui. Sauf qu'en fait, ça s'ancre dans la logique d'une démocratie parce que tous les 5 ans, tout le monde, sauf les étrangers, entre guillemets, peut voter pour quelle vision il veut. Sauf que même là, t'as un nombre limité de visions, t'as pas toutes les visions qui s'expriment. En fait, moi, j'aime bien l'idée de voter pour tout, tu vois, par exemple. Moi, si on part sur une démocratie vraiment démos-kratos, le pouvoir au peuple, oui, c'est pas tout le monde, on est d'accord, Kirill. Je suis très d'accord avec toi, c'est ce que je te dis. C'est pour ça que je te mets entre guillemets ceux qui sont étrangers. En soi, c'est des citoyens qui font tout comme tout le monde, mais qui n'ont pas les mêmes droits. Mais on peut faire une pétition, attention. La Convention citoyenne pour le climat, c'était intéressant avant qu'ils ne la jettent tout à la poubelle. Oui, mais en fait, moi, ce que je trouve... Mais voter pour tout, ça veut aussi dire connaître tous les sujets et voter pour le bien commun en théorie. Vrai débat. Ben moi, je ne force personne à aller voter, quoi. Mais il y a ce truc de... Dans tous les cas, quand tu votes pour un parti, tu votes pour un parti qui te propose tous les sujets dans leur programme. Alors que tu t'y connais pas dans tous les sujets. Ça veut dire que tu as assez confiance en eux quand même sur des sujets que tu connais pas, etc., etc. La seule qui décide, c'est Macron, en plus d'être dérive autoritaire. Régime monarchique. Ouais, quasiment, ouais. Après, on n'élisait pas les droits, quoi. Voter pour tout, tu finiras par avoir des classes supérieures qui iront voter à tous les votes. Tu votes pour un parti qui correspond à tes idées en majorité. Oui, bah désolé. Du coup, c'est pas une démocratie. Bon. Enfin, c'est pas une démocratie pleine, en tout cas. Il y a des limites. Après, il n'y a pas que le vote aussi, prendre part au débat. Ouais, bof. Je rappelle que les pétitions, ça sert à rien. C'est un compromis. C'est ça, mais en même temps, actuellement, vous voyez bien que ça peut très bien être instrumentalisé pour avoir une personne qui veut tous les pouvoirs. Le vote sert pas à l'argument. On attend les prochaines élections. Oui, bien sûr. Connaissez-vous l'anarcho-syndicalisme? De dire une voix, un vote, démocratie quand t'es mulier, LVMH, Bettencourt. Oui, c'est ça le truc aussi, quoi. Démocratie à 20%. On fait des barèmes. Mais il y a ce truc de... Moi, j'aime bien aussi le principe de truc citoyen, ouais. Comme il y avait eu pour le climat, de convention citoyenne, comme il y avait eu pour le climat, comme il y avait eu pour l'euthanasie, la loi fin de vie. Mais bah, c'est des trucs qui sont pas respectés. Pourtant, t'as tout le monde qui se met d'accord après avoir étudié le truc, quoi. Sauf